Comment l'Europe a-t-elle transformé la mer Baltique en piège mortel pour la Russie, alors que Moscou se croyait intouchable? Il y a quelques années à peine, la Baltique portait le surnom de lac russe, et les stratèges du Kremlin raillaient l'idée d'une fermeture orchestrée par les petits voisins baltes. Mais aujourd'hui, la donne a changé du tout au tout. L'Europe a frappé fort, balayant les certitudes russes et bouleversant durablement l'équilibre géopolitique de la région. 14 États européens viennent de franchir une frontière inédite. Désormais, ils autorisent légalement la saisie des navires russes, en particulier les pétroliers, qui empruntent la Baltique. Toute embarcation soupçonnée de contourner les sanctions peut être arrêtée, confisquée, voire arraisonnée, sans procédure judiciaire interminable. Ce n'est plus une menace symbolique, c'est un nouvel instrument de guerre économique contre Moscou, un outil qui rappelle les blocus navals du passé. La cible principale de cette nouvelle politique? Le fameux réseau fantôme, des centaines de pétroliers transportant chaque année des dizaines de milliards d'euros de pétrole, colonne vertébrale du budget russe. Si ce flux vital s'interrompt, les finances de l'État, les salaires, les pensions et l'effort de guerre russe vacillent. Ce n'est pas un simple coup de semonce, c'est une attaque frontale contre la capacité de la Russie à fonctionner et à s'imposer sur la scène internationale. Pour mesurer la portée de cette décision, il faut remonter à d'autres moments de l'histoire où le contrôle maritime a changé la donne. Souvenons-nous du blocus continental imposé par Napoléon Bonaparte au début du XIXe siècle, qui visait à asphyxier l'économie britannique en fermant les ports européens à ses marchandises. Ou encore du blocus imposé par la flotte britannique à l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, qui a contribué de façon décisive à l'effondrement de l'Empire allemand. Autrefois, les avertissements de Moscou faisaient peur à l'Occident. On se souvient de la crise des missiles de Cuba, où la simple menace d'une confrontation navale avait suffi à faire reculer les deux superpuissances. Désormais, ces menaces suscitent l'ironie dans les médias européens. Les pays baltes, eux, défient ouvertement la Russie. Pour la première fois, le Kremlin parle d'un acte de guerre maritime. Mais derrière les portes closes, il hésite. Répondre, c'est risquer l'affrontement avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Se taire, c'est accepter l'humiliation et la précarité. La Russie se trouve à la croisée des chemins. Si elle ne réagit pas, elle risque de perdre à la fois ses ressources vitales et son rang mondial. Mais toute riposte brutale pourrait précipiter l'Europe vers un conflit d'une ampleur inédite. Ce dilemme rappelle celui de la crise du canal de Suez en 1956, lorsque l'Égypte, en nationalisant le canal, avait suscité la colère de la France et du Royaume-Uni, qui ont tenté une intervention militaire, au risque d'un affrontement global. À chaque époque, le contrôle des détroits et des mers a été synonyme de souveraineté et de survie. Mais comment l'Europe a-t-elle réussi à retourner la situation si vite, alors que la Russie semblait tenir la Baltique d'une main de fer? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses d'une stratégie patiemment élaborée. Pendant des mois, la Russie a tourné en dérision les menaces baltes de verrouiller la mer Baltique. Dans les talk-shows moscovites, on ironisait sur ce fantasme d'un lac de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, jurant que jamais l'Occident ne défierait la puissance russe. Les experts affirmaient que tout blocus serait un casus belli, promettant une riposte fulgurante. On se souvient encore de ces images diffusées sur les chaînes de télévision russes, où des consultants militaires affirmaient que la flotte russe était capable de bloquer tous les ports baltes en un temps record. Or, la plaisanterie est terminée. Aujourd'hui, une coalition de 14 pays européens, dont la France, l'Allemagne, la Suède et les États baltes, a brisé un tabou. Ils ont décidé d'agir ensemble. Désormais, tout pétrolier russe suspecté de contourner les sanctions sera traité comme un navire pirate. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des États s'unissent pour contrôler une mer stratégique. Lors de la guerre de Crimée au XIXe siècle, la France et le Royaume-Uni avaient déjà uni leurs marines pour contenir la Russie en mer Noire. Cette mesure bouleverse l'ordre maritime. Concrètement, chaque navire battant pavillon russe ou soupçonné de dissimuler son identité risque d'être arraisonné, saisi ou même détruit, sans que les États européens encourent de sanctions internationales. Ce qui, il y a à peine quelques années, paraissait irréalisable. La Russie était trop crainte, le droit maritime, sacré.
Le précédent de la saisie de navires iraniens dans le détroit de Gibraltar par le Royaume-Uni en 2019 avait déjà montré la possibilité de telles actions ciblées, mais jamais à une telle échelle et avec une telle coordination internationale. Pourquoi la Baltique? Parce que c'est la jugulaire de Moscou. Par cette mer étroite, la Russie exporte une part cruciale de son pétrole, échappant en partie aux sanctions occidentales. Chaque année, des milliards d'euros alimentent ainsi le budget russe, soutenant l'armée, les services publics et le pouvoir politique. On estime que près d'un tiers des exportations russes de pétrole transitent par la Baltique, notamment par le port stratégique d'Oust-Louga. Couper cet accès, c'est organiser l'asphyxie financière de la Russie. Le plan est simple, étrangler lentement le Kremlin, tarir ses ressources, placer Moscou face à un dilemme existentiel. Les revenus s'effritent, la pression monte, et chaque tanker capturé amplifie le message. L'ère de l'impunité est révolue. Ce type de stratégie n'est pas sans rappeler la politique de containment adoptée par les États-Unis pendant la guerre froide, visant à limiter l'expansion et les ressources de l'Union soviétique. Face à ce coup de force, le Kremlin ne répond que par des menaces et des protestations diplomatiques. Mais ce manque de réaction concrète ne fait qu'encourager la coalition européenne à durcir sa ligne. À chaque recul russe, la dynamique bascule davantage en faveur de l'Occident. C'est la logique du « fait accompli ». Plus l'Europe avance, plus il devient difficile pour Moscou d'inverser la tendance sans recourir à des mesures extrêmes. Le risque pour Moscou est colossal. Perdre l'accès à la Baltique, c'est risquer la faillite budgétaire, l'humiliation et la perte d'influence. Ce n'est plus seulement une question de pétrole, mais bien de crédibilité géopolitique. La Russie joue ici sa réputation sur les eaux glacées de la mer Baltique, tout comme l'Empire ottoman avait joué la sienne lors des guerres de Crimée. Désormais, ce sont les États baltes et leurs alliés qui imposent le tempo. Profitant de la prudence russe, ils avancent méthodiquement, déplaçant les lignes du rapport de force, case après case, sur l'échiquier stratégique. Cette progression rappelle celle de l'Alliance Atlantique Nord dans les Balkans dans les années 90, où l'absence de riposte crédible de la Serbie avait ouvert la voie à une intervention militaire massive. Pour Moscou, l'heure du choix approche. Continuer à subir ou risquer une escalade dont personne ne peut prévoir l'issue. Mais jusqu'où les Européens sont-ils prêts à aller? Pourquoi l'inaction russe a-t-elle ouvert la voie à une offensive européenne d'une ampleur jamais vue? C'est ici, au cœur de la crise, que tout bascule. Lorsque les premiers pétroliers russes ont été saisis par les États-Unis et la France, Moscou aurait pu répliquer avec force. Pourtant, la Russie s'est contentée de protestations officielles et de discours enflammés à la télévision. Jamais elle n'a menacé d'action concrète, jamais elle n'a osé franchir la ligne rouge du recours à la force. Ce choix de retenue rappelle la crise de l'archipel des Malouines, où l'Argentine avait sous-estimé la volonté britannique de riposter militairement. Cette retenue stratégique a eu des conséquences déterminantes. Les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, se sont sentis pleinement protégés par l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique Nord. Convaincus que la Russie n'oserait pas attaquer, ils ont pris des initiatives qu'aucun observateur n'aurait anticipées quelques mois auparavant. Pour eux, la solidarité occidentale est devenue un bouclier infaillible, permettant de repousser sans crainte les limites de l'audace. L'Union européenne a éliminé les derniers obstacles juridiques. Désormais, 14 États membres peuvent légalement saisir tout navire suspecté de transporter du pétrole russe en contournant les sanctions. Changement de pavillon en pleine mer, transpondeur désactivé, absence de certificat d'assurance, simple soupçon de lien avec Moscou. Chaque prétexte suffit à arraisonner le navire et à confisquer la cargaison. Cette évolution du droit s'inspire du concept de navire sans nationalité, déjà appliqué dans la lutte contre la piraterie au large de la Somalie ou contre le trafic de drogue dans les Caraïbes. Ces saisies créent un précédent explosif dans le droit maritime international. Chaque tanker intercepté représente des millions d'euros envolés pour la Russie, mais aussi une humiliation publique. À chaque prise, le Kremlin apparaît impuissant face à une coalition occidentale désormais sûre d'elle-même. Ce précédent pourrait d'ailleurs être invoqué par d'autres puissances à l'avenir pour justifier la saisie de navires dans d'autres régions sensibles du globe. Plus Moscou hésite,
plus son image de puissance s'effrite. Cette vulnérabilité perçue devient un encouragement pour ses adversaires. À chaque absence de riposte, l'offensive s'intensifie. Les États baltes et leurs alliés repoussent les limites, transformant la mer Baltique en champ de bataille économique. On se souvient qu'en 1940, la Finlande, bien que petite, avait résisté à l'invasion soviétique, bénéficiant du soutien moral et matériel de l'Occident. Aujourd'hui, la dynamique s'inverse. Ce sont les petits qui prennent l'initiative contre le grand. Derrière chaque saisie, c'est la capacité de la Russie à financer son armée, ses infrastructures et ses programmes sociaux qui vacillent. Les recettes pétrolières, source principale de devises pour le Kremlin, fondent de jour en jour. Selon certaines estimations, la perte de revenus liée à la saisie de seulement quelques tankers pourrait représenter plusieurs semaines de paiement des pensions de retraite dans tout le pays. Tant que Moscou ne réagit pas fermement, l'idée même d'une riposte crédible s'éloigne, et la réputation internationale de la Russie s'érode. Ce phénomène s'est déjà vu dans d'autres contextes géopolitiques. La perte de crédibilité américaine après la chute de Saïgon, en 1975, avait encouragé d'autres adversaires à tester les limites de la puissance américaine. Un cercle vicieux se met en place. L'Europe a brisé le tabou, et la Russie, paralysée, semble consentir à une offensive qui menace sa souveraineté économique. Si Moscou persiste dans l'inaction, jusqu'où l'Europe sera-t-elle prête à aller? Quelles seront les conséquences de cette escalade pour la stabilité de la région et l'avenir même du pouvoir russe? Pour comprendre ce qui retient Moscou, il faut plonger dans les calculs froids du Kremlin. Quel risque la Russie redoute-t-elle vraiment en envisageant une riposte? Sommes-nous vraiment à la veille d'une guerre ouverte en mer Baltique? Il y a encore quelques mois, cette idée semblait absurde. Aujourd'hui, elle s'impose avec une brutalité glaçante. Chacun se souvient des propos rassurants des responsables russes au début de la crise ukrainienne, assurant que la Baltique resterait une voie sûre pour le commerce russe. Depuis que 14 États européens ont légalisé la saisie des pétroliers russes, Moscou se retrouve face à un dilemme vertigineux: subir l'humiliation ou risquer une escalade militaire. Ce dilemme rappelle celui de la guerre froide, où chaque action pouvait entraîner une réaction en chaîne incontrôlable. Au Kremlin, les options sont discutées avec fébrilité. La Russie pourrait saisir des navires occidentaux en représailles, ou armer ses propres tankers, transformant chaque transport en forteresse flottante. Des officiers évoquent même des convois escortés par la marine, des frappes sur les ports baltes, ou la possibilité de cyberattaques ciblées. Chacune de ces options comporte des risques majeurs, comme l'a montré le sabotage du pipeline Nord Stream, dont les conséquences géopolitiques restent encore incertaines. Le sabotage d'infrastructures, oléoducs, terminaux, réseaux ferroviaires, est aussi envisagé. Mais chaque geste agressif court le risque de provoquer une riposte immédiate de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, précipitant la région dans une guerre que personne ne souhaite vraiment. Les précédents historiques abondent. En 1914, l'engrenage des alliances avait plongé l'Europe dans la Première Guerre mondiale suite à une série de provocations et de ripostes incontrôlées. Pour Moscou, l'inaction a un coût immense. Chaque jour, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui s'évaporent, privant l'État de ressources vitales pour payer salaires, retraites et soutenir l'armée. Cette pression financière s'ajoute à la lassitude croissante de la population russe, confrontée à l'inflation et à la baisse du niveau de vie. Mais répondre frontalement à l'Occident, c'est ouvrir la porte à une confrontation directe, dont l'issue serait aussi incertaine que dévastatrice. On ne peut s'empêcher de penser à la crise de Berlin en 1961, où la construction du mur était la moins mauvaise des solutions pour éviter un affrontement direct entre les superpuissances. Le dilemme dépasse l'économie. Il touche à l'orgueil et à la crédibilité du pouvoir russe. À chaque nouvelle saisie non contestée, le Kremlin s'affaiblit, la tentation de restaurer la dissuasion par la force grandit, et l'escalade devient plus probable. Ce jeu dangereux rappelle celui de la diplomatie des canonnières du XIXe siècle, où la menace militaire était utilisée pour imposer la volonté d'un État sans aller jusqu'à la guerre totale. Dans l'ombre, des insiders à Moscou parlent d'une riposte douloureuse et inattendue, conçue pour surprendre l'Europe et rappeler que la Russie n'a pas perdu sa capacité de nuisance.
Mais ce secret nourrit aussi la crainte d'un engrenage incontrôlable. On pense ici à la doctrine Gerasimov, qui prône l'usage de mesures hybrides pour déstabiliser l'adversaire sans déclencher une guerre ouverte. Jamais le choix entre l'effondrement financier et la guerre avec l'Occident n'a paru aussi concret. À chaque heure, l'inaction coûte plus cher. La confrontation, elle, devient plus explosive. C'est une course contre la montre, où chaque décision prise ou différée aura des conséquences majeures sur l'avenir du pays. Dans les couloirs du pouvoir, le temps presse et chaque hésitation se paie au prix fort. Mais de quoi Moscou est-elle réellement capable si la ligne rouge est franchie? Quand la dissuasion se réduit à du bluff, que reste-t-il à un État pour s'imposer sur la scène mondiale? L'affaire des pétroliers russes en mer Baltique a mis ce paradoxe en pleine lumière. La Russie possède une force redoutable, mais hésite à la déployer. À force de menacer sans agir, Moscou s'est piégé dans une impasse stratégique. Cela rappelle l'histoire de l'Empire espagnol au XVIIe siècle, qui, malgré la puissance de son armada, a perdu son influence faute d'action décisive. Les menaces répétées, jamais suivies des faits, sont devenues la cible de moqueries. On se souvient encore des promesses tonitruantes de transformer la Baltique en lac russe ou de couler chaque navire hostile. Désormais, ce sont les États baltes et leurs alliés qui imposent leurs règles, légalement et méthodiquement, sans craindre de représailles réelles. Cette inversion des rôles expose une vérité gênante. La puissance n'a de poids que si la volonté d'en user paraît crédible. Épuiser son capital de menaces, c'est risquer l'irrélevance. Les paroles russes, vides d'action, ne font plus peur. L'Occident franchit alors, étape par étape, de nouvelles lignes rouges, poussées par l'absence de riposte. Les saisies précédentes par la France ou les États-Unis, restées sans réponse, ont permis à 14 États européens d'escalader ouvertement. Pour Moscou, ce silence équivaut à céder sa souveraineté sur ses intérêts vitaux. On retrouve ici la logique de l'apaisement, telle qu'elle a échoué à contenir l'Allemagne nazie dans les années 30. Cette crise rappelle que l'intimidation ne fonctionne que si elle s'appuie sur des actes précis et crédibles. Sinon, elle se retourne contre son auteur. La Russie devait calibrer ses réactions. Ni inertie humiliante, ni escalade folle vers l'affrontement direct avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais à force d'ignorer les provocations, le Kremlin s'est affaibli sur la scène mondiale. D'autres pays observent attentivement la situation, prêts à en tirer des leçons pour leurs propres différends maritimes, comme la Chine en mer de Chine méridionale. La leçon est universelle. La passivité nourrit l'audace de l'adversaire. Chaque menace non suivie des faits coûte cher, en influence, en ressources, en crédibilité. Pour Moscou, cela signifie un risque d'effondrement économique, une perte de rang et une population fragilisée. Les dizaines de milliards d'euros issus du pétrole sont en jeu, tout comme la stabilité de l'État, le financement de l'armée, la confiance des citoyens. Cette situation n'est pas sans rappeler celle de l'Union soviétique à la veille de sa dissolution, où le manque de réaction face à la crise économique et sociale avait précipité la chute du régime. Finalement, cette inaction menace la souveraineté même du pays. Jusqu'où la Russie peut-elle reculer sans tout perdre? Et à quel moment le prix de l'inaction dépassera-t-il enfin celui d'une riposte? Cette question hante les stratèges du Kremlin, qui scrutent chaque décision européenne comme un signal de plus vers l'irréversible. Face à ce dilemme, Moscou doit choisir, s'enfermer dans la passivité ou risquer l'affrontement. Mais chaque jour d'hésitation rend la décision plus lourde de conséquences. Il est possible que le Kremlin tente des mesures hybrides, comme des cyberattaques temporaires ou des actions de sabotage limitées, pour tester la réaction occidentale sans franchir le seuil de la guerre ouverte. La Russie fera-t-elle enfin le choix de tracer une véritable ligne rouge ou consentira-t-elle à disparaître sans bruit? Cette interrogation hante désormais Moscou, alors que l'étau européen se resserre chaque jour davantage. Ce n'est plus une menace lointaine. Pour la première fois, 14 États européens agissent ensemble. Ils transforment la mer Baltique en front économique, légalisant la saisie des pétroliers russes, un scénario jadis moqué par les médias du Kremlin, aujourd'hui devenu cauchemar bien réel. Le retour de l'histoire est implacable.
La mer, longtemps considérée comme un espace ouvert, redevient un champ de bataille stratégique. Le risque pour la Russie est immense. Ce sont des dizaines de milliards d'euros de revenus pétroliers en jeu. Ces fonds ne financent pas seulement l'armée, mais aussi retraites, salaires et la stabilité sociale déjà fragile du pays. Plus encore, c'est la crédibilité même de l'État qui vacille. Saura-t-il défendre ses intérêts, inspirer le respect, ou choisira-t-il la marginalisation sur la scène mondiale? Pourtant, Moscou reste étrangement silencieuse. Après des années de menaces et de promesses de transformer la Baltique en lac russe, le Kremlin ne répond plus que par des protestations verbales, sans actes forts. Cette passivité galvanise ses adversaires, qui franchissent allègrement toutes les lignes rouges. Ce mécanisme rappelle le concept de fenêtre d'opportunité, où l'inaction d'une puissance crée un espace pour l'audace de l'autre. Le vrai problème n'est pas seulement militaire, mais fondamentalement politique. À force d'hésiter, de différer l'inévitable, Moscou expose sa faiblesse. Le Kremlin montre qu'il n'a plus la force d'imposer sa volonté. Cette paralysie risque de coûter cher, en argent, en influence, et peut-être à terme, en souveraineté. Les dirigeants russes sont désormais confrontés à une équation insoluble. Comment réagir sans précipiter le pays dans une crise encore plus profonde? La Russie se retrouve à un carrefour. Céder encore dans l'espoir d'éviter l'escalade ou agir enfin, au risque d'un affrontement direct avec l'Occident. La décision qui sera prise dans les semaines à venir décidera de l'avenir stratégique, économique et symbolique de la nation. Une seule certitude, cette fois, la Russie ne pourra plus se contenter de discours forts et d'actes faibles. Le temps des slogans est révolu. La véritable épreuve commence, maintenant. Pour Moscou, il s'agit peut-être du dernier moment pour restaurer une crédibilité perdue, ou accepter de voir son influence s'éroder pour longtemps. Chaque geste, chaque hésitation, chaque décision comptera plus que jamais dans le nouveau grand jeu de la mer Baltique.